20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Et c'est parti pour les titres. Affaire des 3 Sénégalaises décédées au Maroc. La levée du corps a eu lieu ce matin. Les dépouilles sont attendues à l'aéroport Léopold Sédar Senghor vers les coups de 23h. Les travailleurs du petit train bleu en grève le 20 avril prochain. Ils exigent une compensation financière estimée à 1,5 milliard de francs CFA, là où l'État ne propose que 500 millions de francs CFA. Le système éducatif complètement paralysé à Ziguinchor ce mardi. Le grand cadre a boycotté les cours. Les étudiants de l'université Hassan Sek comptent déserter les amphis pour la rue. Pendant ce temps, le directeur de la fonction publique a procédé ce matin à la numérotation des actes administratifs, un des points de revendication des enseignants. Et puis le président Sall à Kaffrine ce mardi dans sa tournée économique. Une enveloppe provisoire de 344 milliards de francs CFA est dégagée pour la région. À suivre en fin d'édition le dossier économique du mardi qui s'intéresse aujourd'hui à la taxe municipale dans les marchés de Dakar. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Direction le Maroc à présent pour y retrouver notre correspondant sur place, notre correspondant particulier. Il s'appelle M. Semben, Eliman Semben, donc, qui est en ligne avec nous. Eliman, bonsoir. Bonsoir, chef Tidiane. Alors, Eliman, est-ce que les corps sont à l'aéroport Mohamed VI pour Dakar? Ok. Chef Tidiane, vous me permettrez, avant de parler des corps, de revenir un peu sur la journée, c'est-à-dire la levée du corps qui a été assez marquée par une émotion qui était très vive ce matin à la morgue de Casablanca, lors de la levée du corps de nos compatriotes, décédés mars dernier suite à une intoxication au gaz butane. Si l'on se réfère aux résultats de l'autopsie qui ont été dévoilés hier, ce matin, à la morgue, bien sûr, nous avons remarqué la présence d'une centaine de personnes, composées notamment de compatriotes, de collègues et de sympathisants qui étaient tous là pour un dernier au revoir avant l'acheminement des 3 dépouilles à Dakar. Bien évidemment, la tristesse se disait sur tous les visages. Beaucoup même ne pouvant plus retenir leurs sentiments, ont laissé échapper leurs larmes. Il faut aussi noter, Cheikh Tidiane, que Massamba Sarr, le consul général du Sénégal à Casablanca, et Amadou Sow, et l'ambassadeur du Sénégal à Rabat, étaient là également. De même que les fidèles du Dahira Mouride à lequel appartenaient les 3 défuntes, des fidèles qui ont récité des poèmes panégyriques pour demander à Dieu d'être clément et miséricorde à leur égard. Donc, bref, l'émotion et la tristesse régnaient en maître sur les lieux. Pour ce qui est des dépouilles, elles quitteront Casablanca ce soir à 23h, heure locale, 22h, heure de Dakar, et seront à Dakar vers les coups de 2h du matin, Inch'Allah. Ok, merci Eliman Semben. Donc, les corps qui vont quitter Casablanca à 23h, arriver à Dakar vers les coups de 2h du matin, Léa. Et Dakar, justement, c'est décidé, les travailleurs du petit train bleu seront en grève le 20 avril prochain, cher Tidiane. Ces travailleurs exigent une compensation financière estimée à 1,5 milliard de francs CFA. Ils ont rejeté les 500 millions de l'État. Ces travailleurs du PTB faisaient face à la presse ce matin, compte rendu signé à Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Recettes inférieures aux dépenses, retard dans le paiement des salaires, voies ferrées dégradées, le syndicat national du petit train bleu dénonce. Pour la compensation financière, vous savez que le petit train de banlieue ne peut pas faire de bénéfices. Il y a une convention entre l'État et le PTB et ça, cette convention-là, logiquement, si elle est bien calculée, le PTB mérite minimum plus de 1 milliard de francs CFA. Ce qui nous a vraiment écœuré de plus, on a un comité de pilotage qui a été créé par l'État du Sénégal. Ce comité a fini ses travaux en 2014 et ce comité, le DG du PTB a même signé devant l'Institut pour qu'on ne paye minimum 1,2 milliard. Mais ce qui est déplorable, à notre grande surprise,
Pour l'année 2015, on nous a rebudgétisé un montant de 500 millions. L'absence de politique ferroviaire décriée, une recapitalisation s'impose. Des gens qui sont partis en retraite pour rester 5 à 6 mois sans pour autant être payés. Si on a un problème de panne, qu'on pouvait réparer en 1 heure de temps, 2 heures de temps, nous sommes obligés d'aller à la caisse pour réparer ce matériel-là. Leur préavis de grève expiré le 12 avril 2015. Ces travailleurs déroulent leur premier plan d'action, une grève générale le 20 avril prochain. Trop c'est trop. En tout cas, le 20 prochain, si rien n'est fait, on va arrêter les trains. Si rien n'est fait, on va passer à la vitesse supérieure. Au lieu de faire 24 heures, on fera 112 jusqu'à une grève illimitée. Le syndicat national du petit train bleu se veut clair, pas de subvention d'urgence. À Ziguinchor, paralysie totale du système éducatif. Les syndicalistes du grand cadre des syndicats de l'enseignement ont boycotté les cours et les étudiants de l'université Hassan Sek ont déserté les amphithéâtres avant de descendre dans les rues. Plus de détails avec notre correspondant à Ziguinchor, Boubacar Diassi. Le système éducatif est paralysé à Ziguinchor. Les enseignants du grand cadre des syndicats de l'éducation ont débrayé avant de tenir une assemblée générale à l'inspection de l'éducation et de la formation. En tout cas, les points pour lesquels nous avons été en grève, jusque-là, aucun de ces points n'est satisfait. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles il y a quand même l'État a fait des propositions. On a tenu à leur dire qu'il n'y en était absolument rien. Rien ne nous a été proposé jusque-là parce qu'il n'y a pas eu encore de rencontre entre le gouvernement et le grand cadre. Donc, et nous tenons à leur dire que même si le projet de loi portant rectificatif de la loi 6133 portant statut général des fonctionnaires a été voté le vendredi 3 avril 2015, jusqu'à présent, cette loi n'est pas encore promulguée. Donc, tant que cette loi n'est pas promulguée, le décret d'application ne sera pas signé. Les étudiants de l'université de Ziguinchor, eux, avaient fini de décréter 48 heures. Ils étaient même descendus dans les rues. La semaine dernière, nous étions en mouvement sur certains points, sur 4 points. Et jusqu'ici, rien n'est fait. C'est l'autonomisation de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, c'est-à-dire le portage du coude vis-à-vis de l'université, ça doit cesser. Voilà. Et le deuxième point, c'était les bourses, le renouvellement de taux. Le troisième point, c'était le Wi-Fi. Le quatrième point, c'est les sentiers, nos pavillons et nos campus qui ne sont pas livrés jusqu'à présent. On a un campus social. Le campus social ne fait que 208 lits. Nous sommes 5000 étudiants. On a un restaurant de 300 places, une bibliothèque qui ne peut même pas supporter 300 étudiants. Les parents d'élèves n'ont pas encore réagi à cette situation, mais ils promettent de s'y faire dans les heures à venir. Boubacar Diassi, s'il y a bien un point sur lequel les enseignants ont obtenu gain de cause, c'est bien les actes administratifs. Des actes administratifs disponibles puisque la direction de la fonction publique a procédé ce mardi à leur numérotation. Pour Nourou Demba Diallo, les enseignants doivent prendre en compte les efforts fournis par le gouvernement afin de sauver l'année scolaire. La fonction publique était en conférence de presse ce mardi en présence de Fatima Taba et Mohamed Dian. Sur cette table, les actes administratifs longtemps réclamés par les syndicats de l'enseignement. Ils sont enfin disponibles. Tout enseignant, où qu'il soit, peut s'en procurer, explique le directeur de la fonction publique. L'ensemble des actes en instance ont été aujourd'hui traités. Et ces actes qui ont été traités ont fini de faire le circuit, puisque le ministère des Finances, où est logé 2 organes de contrôle que sont la cellule de contrôle de la masse salariale et le budget, ont également, ainsi que le contrôle financier. Toutes ces 3 structures se sont rassemblées pour faire également une opération coup de poing dans le contrôle et le poinçonnage. Aujourd'hui, l'enseignant n'a pas besoin de se déplacer à la fonction publique, qu'il soit au Sénégal dans les coins les plus reculés ou à l'extérieur. Il rentre dans le site, il vérifie que son acte est sorti et il peut l'imprimer et aller faire valoir ses droits. La lenteur notée dans la délivrance de ces actes est due aux problèmes de locaux auxquels fait face ce département ministériel. Vous savez que dans la fonction publique, sur les 127 000 et quelques fonctionnaires, les enseignants représentent plus de 81 000. Malheureusement, on avait des contraintes de bureau, puisque la direction, pour ceux qui l'ont visité, ils sont logés également d'autres institutions. Nous n'avons pas de possibilité d'augmenter nos bureaux et donc d'augmenter le personnel. Ce point des revendications des enseignants réglé, le gouvernement appelle à la compréhension des syndicats pour sauver l'année. Aujourd'hui, aucun acte d'enseignant n'est en souffrance dans nos bureaux. Nous nous attendons en tout cas qu'ils puissent mesurer ce jour-là les efforts du gouvernement et vraiment tenir compte de la souffrance des élèves et suspendre leur mot d'ordre de grève ou le lever carrément.
Ces actes seront présentés ce jeudi au syndicat de l'enseignement. En attendant, ils sont disponibles sur le site de la fonction publique. Et nous restons avec cette rencontre, une rencontre avortée entre les syndicats de l'enseignement et le gouvernement. Pour le directeur de la fonction publique, il s'agit d'un malentendu. Oui, et le gouvernement avait envoyé des parlementaires pour accueillir les enseignants avant l'intervention des ministres concernés. Ce que les formateurs n'ont pas compris, ce sont les explications fournies par le directeur de la fonction publique que je vous propose d'écouter au micro de Fatima Ba et Mohamed Dian. Il avait été accepté que les députés et ce comité accueille les enseignants à 10 heures et que le gouvernement patiente un peu pour venir en salle vers midi. Et je dois préciser qu'à 10 heures, l'ensemble des ministres concernés étaient sur place et attendaient le signal pour venir. Malheureusement, entre-temps, il y a eu un problème d'information et les gens ont cru que c'est le gouvernement qui est arrivé en retard ou en tout cas qui n'est pas venu à l'heure indiquée. Mais je me devais de rectifier ça pour dire que le gouvernement était bien à l'heure indiquée dans ses bureaux et attendait simplement le signal pour se présenter en salle. Mais n'empêche, nous allons les rencontrer le jeudi prochain à 16 heures. L'école publique pratiquement paralysée depuis le début de l'année scolaire et l'on s'interroge sur l'avancée du programme, Léa. Nos reporters sont donc partis à la rencontre d'élèves de 3e et de terminale afin d'avoir leur opinion sur la question. Et les avis sont partagés entre programme achevé et retard dans l'apprentissage. Aminata Mbaresso et Djibi Diallo nous emmènent au lycée Wakam et Galando Diouf. Les programmes, on n'avance pas parce qu'en français, on devait dépasser là où nous sommes. Un témoignage qui en dit long sur l'inquiétude de cet élève en classe de 3e. À 2 mois des examens de fin d'année, ces candidats au BFM et au baccalauréat peinent à être en règle dans les programmes. Comme l'histoire et la géographie, récemment, je crois qu'on s'est arrêté avec l'histoire de l'Israël et de la Palestine. En philosophie, nous sommes entre la nature et la culture. Ça fait pas longtemps qu'on a fini la dissertation en français et la grammaire, ça avance un tout petit peu. On n'est pas encore en bon goût sur le français. Autre école, une autre réalité, le lycée Galando Diouf de Dakar. Ici, la crainte est moindre. Djaïnaba et Aliou, 2 candidats au baccalauréat, nous font le point sur leur programme. Dans l'ensemble, on est à jour. Comme en mathématiques, on a fini les exponentielles. On va attaquer bientôt les suites numériques. Bon, en français aussi, ça va, on est en poésie. On est à jour. On fait les cours correctement. Des grèves répétées, des cours perturbés, mais pas une année blanche. C'est clair qu'il n'y aura pas d'année blanche parce que si vous voyez il y a 2 ans, voire 3 ans de cela, c'était plus pire. C'est sûr qu'ils trouveront un terrain d'entente. Là n'est pas le problème, mais le problème est que devons-nous encore continuer dans cette lancée? Jusqu'à quand? Une année scolaire toujours sauvée au dernier moment, une situation qui semble devenue chronique dans le système éducatif sénégalais. Ces candidats aux examens semblent être les principales victimes. Ils demandent à l'État et aux syndicalistes de trouver une solution définitive. Parlons téléphonie mobile à présent. L'État doit être ferme sur les appels entrants. C'est l'avis de Momar Ndao, président de l'ASCOSEN. Ah oui, le président de l'ASCOSEN soutient que le Sénégal doit maintenant bénéficier des avancées technologiques. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Le téléphone aujourd'hui, c'est incontournable pour le développement du pays. C'est incontournable dans la consommation. Aujourd'hui, les budgets de téléphone des ménages sont presque supérieurs ou aussi grands que les budgets d'alimentation. Donc vous voyez qu'il y a une nécessité. Quand une société fait un chiffre d'affaires de 816 milliards, quand elle fait un résultat de 316 milliards, elle doit pouvoir baisser les prix. Les technologies de l'information et de la communication, les opérateurs de télécom doivent être donc les chevaux sur lesquels on doit s'asseoir pour atteindre l'émergence. Donc on peut rattraper du jour au lendemain le retard que nous avons en matière de technologie de l'information et de la communication. Nous parlons de toute autre chose. Les femmes de la Casamance, pied d'œuvre pour la recherche et la consolidation de la paix dans la région sud du pays. Objectif, inciter davantage la population à œuvrer pour la paix en Casamance. Selon la présidente du comité, même les artistes se sont mobilisés pour réaliser un CD. Aïssatou Païfal et Modou Diop étaient au point de presse de l'association à la maison d'Outasek. Reportage. Un CD pour la paix, une musique pour ouvrir les cœurs au-delà des bases du conflit. Kassoumai Kep,
Une mobilisation à travers le comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance. Nous avons initié ce projet de CD, d'abord parce que nous avions été à la rencontre d'une artiste de Casamance qui est fille des terroirs lointains de Casamance, d'une zone qu'on appelle la vallée des Palmiers, dont vous avez certainement entendu parler, mais qui vit ici à Dakar et qui s'appelle Geriti Badji. Notre rencontre avec elle à Biti Biti a été un peu le déclencheur de l'utilisation de la musique pour effectivement parler de la situation des femmes en Casamance et des actions que les femmes sont en train de mener. Les femmes s'investissent et lancent un cri du cœur. Asseyez-vous à la table de négociation. Nous sommes debout, les femmes, les jeunes du Sénégal entier, et nous vous appelons à vous asseoir à la table de négociation pour des négociations inclusives, transparentes et sincères avec l'association des organisations de la société civile, particulièrement des femmes. Voilà notre cri du cœur au plus haut niveau du mouvement des forces démocratiques de se hâter plus vite vers la table de négociation. Les Casamancaises montent aux commandes pour mettre fin aux violences. Dans chaque capitale régionale, des marches citoyennes et des concerts prévus pour une paix durable dans le sud du pays. Nous parlons à présent de la tournée économique du chef de l'État qui est aujourd'hui à Kaffrine. Kaffrine, où nous allons rejoindre notre reporter Ibrahima Kane. Ibrahima Kane, bonsoir. Bonsoir, cher Yann. Alors, Ibrahima Kane, Kaffrine, où a eu lieu aujourd'hui un conseil interministériel et l'on parle d'un budget donc dégagé à hauteur de 344 milliards de francs CFA pour la région. C'est exact, cher Yann. C'est une enveloppe de 344 milliards pour donner un coup de pouce à la 14e région du Sénégal. Le budget, il faut le dire, a été arrêté après que le gouvernement et l'exécutif local de toute la région ont échangé et identifié les besoins de Kaffrine. Alors, cette manne financière sera consacrée à plusieurs secteurs porteurs de développement, notamment l'agriculture, puisque la localité présente un potentiel énorme en la matière. Sur ce, le Premier ministre annonce même la réception d'une vingtaine, voire d'une trentaine de tracts mercredi, demain, c'est-à-dire, par la région grâce à la coopération avec l'Inde. Et pour ce qui est des infrastructures, le problème majeur pour Kaffrine, eh bien, c'est l'enclavement avec un manque criard de routes, mais aussi de pistes. Et l'État compte réhabiliter l'axe Kaffrine-Nganda, et ça, ce sera pour l'année 2015, c'est-à-dire l'année en cours. Le montant de cette réhabilitation est estimé à près de 12 milliards de francs CFA et entièrement pris en charge à travers le FERA, le Fonds de soutien routier. Donc la santé également n'est pas en reste avec la construction d'un hôpital régional de niveau 2, ce pour soulager davantage les populations de Kaffrine, l'élevage, l'aquaculture, la pêche, bref, tous ces secteurs sont également pris en compte, mais il faut juste rappeler que ce budget n'est que provisoire selon le Premier ministre qui déclare que le dernier mot revient au président de la République qui va se prononcer demain sur la question. On peut arriver à une hausse du budget. Il peut également arrêter ce budget comme ça a été fait aujourd'hui lors du Conseil interministériel ou bien réduire ce montant déjà annoncé. Ibrahima Kane, merci. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Commercialisation de l'arachide. Macky Sall part en guerre contre les spéculateurs. Il l'a fait savoir hier lundi à Kaolack. Une mesure très bien appréciée des producteurs qui s'interrogent tout de même à la faisabilité. Ils soutiennent qu'il urge de réorganiser le secteur. C'est un sujet signé Fatou Bintou Conté et Modou Diop. Mettre fin aux démarches des spéculateurs sur la commercialisation de l'arachide, un exercice qui va s'avérer périlleux pour l'État, en croire ses producteurs agricoles. Les spéculateurs occupent une bonne part du marché de l'arachide au Sénégal. Il faut reconnaître aussi qu'ils font la pluie et le beau temps au sein de cette filière. Il n'y a pas un lien direct maintenant entre les huiliers et les producteurs. Les organismes stockeurs souvent ont des difficultés de financement, de sorte que c'est la porte ouverte à la spéculation. Même s'il se réjouit de cette décision du chef de l'État de sévir contre les spéculateurs, il reste néanmoins sceptique et appelle l'État à user de tous ses moyens pour bannir ce système. Qu'ils sachent que c'est des gens très puissants et qui ont un pouvoir économique assez important. L'État a-t-il les moyens
de les freiner. Actuellement, la seule solution qui vaille pour ces producteurs agricoles est de réorganiser la filière en mettant à temps les financements. La solution, je pense que c'est de soutenir les organisations de producteurs, c'est de les encadrer, de mettre à leur disposition les moyens qu'il faut pendant la commercialisation, leur faciliter l'accès au crédit bancaire. C'est relativement difficile de les éliminer, mais on peut mettre des garde-fous de sorte que la spéculation se réduise. Et ça, ce n'est possible que s'il y a un financement à bon escient au meilleur moment. En croisade contre les spéculations dans la filière arachidière, le chef de l'État compte sévir contre ce système qui impacte négativement la campagne arachidière. Fatou Bintou Conté, merci. Direction à présent Kolda où l'eau potable se fait vraiment désirer. En effet, chère Tidiane, puisqu'à Kolda, seuls 15% de la population a accès à l'eau potable par forage, un taux jugé faible par rapport au taux national. Pour tenter de permettre un meilleur accès de la population koldoise à l'eau potable, le directeur de l'Office des forages du Sénégal a présidé une réunion d'information et de partage. Les détails avec Abdoulaye Diallo. L'accès à l'eau potable est toujours un luxe au Fouladou. Les conditions mises en place pour offrir cette eau potable aux populations koldoises, surtout celles en zone rurale, sont très faibles. Dans la région de Kolda, on a un taux d'accès assez faible quand même, parce que le taux d'accès tourne autour de 15% par approvisionnement par forage. Et la majorité de la population de Kolda quand même s'approvisionne à partir des puits. Et la plupart des puits également, c'est des puits traditionnels qui ne sont pas couverts. Pour diagnostiquer le mal en vue d'y remédier, une rencontre d'information et de partage a réuni autorités administratives, élus locaux, l'Office des forages ruraux, l'OFOR et des représentants d'Agifor. L'accès en AEP, approvisionnement en eau potable de la région de Kolda tourne autour de 20%. Alors qu'au niveau national, on est autour de plus de 80%. Donc il y a un rattrapage énorme à faire à ce niveau. La deuxième chose, c'est qu'il y a de gros investissements qui sont en train d'être faits dans la région. La troisième, nous sommes là beaucoup plus pour recentrer le rôle de représentant des populations des Azuforts. Et ce changement a trois objectifs principaux. Le premier, c'est permettre aux gens d'avoir de l'eau potable. Le deuxième, c'est nous assurer de la continuité du service. Et le troisième, qui est à mon avis le plus important, c'est d'avoir une gestion transparente dans la gouvernance des ressources financières générées par la vente de l'eau dans la région. La mauvaise gestion des forages est une des difficultés dans l'approvisionnement correct des populations en eau potable. C'est pourquoi l'OFOR compte impliquer le secteur privé et apporter une réforme dans la structuration des Agifor. Nous revenons à Dakar, Léa, avec le marché zinc de Pikine en proie aux nombreux cas de vol et d'agression. Des violences qui coïncident souvent avec la fin de manifestations sportives ou l'approche de grandes fêtes. Pour les vendeurs du marché zinc, la sécurité doit être renforcée. Mambiram Diouf et Dembandao. Marché zinc situé dans le faubourg de Pikine, ceux qui s'y rendent quotidiennement, poussés par la richesse et la diversité des produits, au coût souvent abordable, font face néanmoins à une situation inquiétante, l'insécurité. Awa connaît bien les lieux. Je ne suis pas vraiment rassuré lors des événements comme la fête de la Tabaski. Durant ces périodes-là, les cas de vol sont récurrents. À vrai dire, je n'ai jamais été victime de cela, mais je garde bien ma pochette. Si ce n'est le client, c'est souvent le commerçant qui perd ses biens. Ici, les cas de vol sont fréquents. Pas assez de sécurité ici. La preuve, un marchand ambulant a perdu toute sa marchandise il y a seulement 2 jours. Une vieille dame également n'a pas été épargnée par les voleurs. On s'organise, collecter de l'argent ça et là entre commerçants pour le remettre à un camarade victime de vol. C'est par solidarité qu'on le fait. Autre situation lamentable décriée par ce jeune et qui tourmente sans cesse les commerçants du marché zinc. Il nous arrive de fermer boutique lors des manifestations sportives. Après les séances de lutte, par exemple, les agresseurs sèment le désordre par ici. Renforcer la sécurité jour et nuit pour veiller au grain, c'est ce qu'il préconise. En matière de sécurité, nous demandons plus que cela soit renforcé. Le marché zinc reste toujours attractif avec sa popularité légendaire, mais s'étouffe du fait de l'insécurité.
Et après le marché Zinc, direction l'avenue Blaise Diagne où l'occupation anarchique de la voie publique est une réalité. Des étals à même le sol, des voitures garées le long des trottoirs. Le décor n'est pas des plus beaux. Pire encore, difficile de circuler sans s'exposer au danger. C'est un reportage signé Dissa Prera et Modou Diop. La gestion des impôts dans les marchés se fait de façon organisée. Au marché Dior des Parcelles Assainies, le pays... Des étals partout, des étals, des véhicules stationnés le long du trottoir. Difficile pour les piétons de vaquer correctement à leurs occupations. C'est le tableau qu'offre l'avenue Blaise Diagne. Je trouve que c'est pas bien parce que c'est fait pour le piéton. Et ensuite, ça encombre le passage piéton. Il y a aussi les commerçants qui, non seulement hors de leur cantine, ils mettent des bagages hors de leur cantine et qui empêchent la circulation, surtout des piétons. Ce n'est pas réglementaire, les gens ne peuvent plus marcher sur les trottoirs, ils prennent alors la chaussée. On déplore cette occupation anarchique de la voirie. Certains usagers pensent même qu'elle présente d'énormes risques. Les trottoirs sont faits pour les personnes et la chaussée pour les véhicules. Mais le marché a pris beaucoup de place et crée l'encombrement. Dangereux du moment où pour le piéton et aussi pour le vendeur, parce qu'il s'expose à un danger et expose son vis-à-vis à ce danger. Beaucoup de catastrophes sont nées de cette situation. Tu marches sur la chaussée, les voitures peuvent te percuter. Dans l'urgence, des mesures doivent être prises par les autorités. Selon les usagers, la voie publique doit être libérée. Et de dégager tout ça. De laisser un passage piéton. On ne peut pas concevoir que les gens disent qu'ils ne voient pas cet encombrement. Donc sur ce, nous lançons un appel à l'État qu'il vienne essayer de régler cet encombrement. L'État doit sévir, on est fatigué, toute l'avenue Blaise Diagne est encombrée et c'est pas normal. C'est pas normal. L'avenue Blaise Diagne, l'une des plus fréquentées de Dakar, accueille le marché Tilène. Aux heures de pointe, automobilistes et piétons se disputent jalousement la chaussée. Dissa Prera, merci. Nous vous parlions hier de la situation peu reluisante de la compagnie aérienne Sénégal Airlines. Aujourd'hui, nous partons à la connaissance d'un de ses pilotes. Il s'appelle Gorader, un pilote avec 35 ans d'expérience. Un savoir-faire acquis de l'armée de l'air sénégalaise à son recrutement à Sénégal Airlines. Pourtant, aujourd'hui, avec la crise que traverse la compagnie, Gorader s'occupe à former de jeunes pilotes en attendant de pouvoir voler à nouveau. Son portrait nous est dressé par Fatidien et Djibi Diallo. Gorader a fait les beaux jours de Sénégal Airlines. Il fait partie des premiers pilotes de la compagnie. Depuis la création de Sénégal Airlines, qui remonte à 2009, au moment de la création de cette compagnie par le gouvernement passé. Donc je suis là à Sénégal Airlines et j'étais à Air Sénégal International avant. D'Air Sénégal International à Sénégal Airlines, que de chemin parcouru. Entre ce pilote et l'aviation, sa passion, une belle histoire qui a démarré en 1981. Je suis pilote depuis 1981 dans l'armée de l'air sénégalaise, où j'étais pilote de chasse déjà, tout jeune. Et j'ai eu à faire de la patrouille maritime. Jusqu'au moment où j'ai quitté, après 22 ans de service dans l'armée de l'air sénégalaise. Aujourd'hui, la compagnie traverse une phase difficile. Le commandant regrette. Un peu de l'inquiétude et de l'espoir qui s'effrite de jour en jour pour le métier que nous adorons, la passion pour l'aviation et notre souhait de vouloir terminer notre carrière tout en laissant une belle et radieuse compagnie aux Sénégalais. Ces journées, il les consacre entièrement à l'apprentissage désormais. On refait un peu les bouquins et puis on s'occupe. Aucun souci au niveau de la famille. C'est un peu dur pour un père de famille de rester 5 mois sans salaire, mais l'espoir est encore là, l'espoir est permis. Gorader a fait les plus grandes villes du monde avec sa compagnie. Son souhait, laisser une compagnie viable à la jeune génération. La page des sports, nous parlons
Parlons basketball avec ces nouveaux textes en phase de finalisation pour régir le basketball sénégalais. Le comité de normalisation a ainsi invité les acteurs autour d'un séminaire de partage afin que ces nouveaux textes soient approuvés. De nombreuses innovations telles que l'assainissement des finances avec le recrutement d'un expert, la numérisation des licences. Tout cela a été apporté par rapport aux anciens textes compte rendu de cet atelier signé Pape Chardiak et Djibi Diallo. La refonte des textes, une des missions assignées au comité de normalisation du basket, actuellement en phase de finalisation, elle a été menée dans une démarche incluant toutes les composantes de la balle orange. Il y avait 4 points essentiels qu'il fallait faire en 2 ans. Nous avions pris le pari de le faire en 18 mois. Ce que nous sommes en train de réussir. Beaucoup de contributions ont été prises en compte, mais nous avons surtout privilégié la conformité des textes avec les textes généraux qui régissent notre pays, qui régissent la FIBA aujourd'hui. De nouveaux textes, une multitude d'innovations. Sur le profil du club, que nous pensons qu'il doit être désormais mieux structuré, mieux organisé, mieux géré. Sur le profil des académies, puisque les formateurs doivent être des personnes reconnues, des personnes licenciées, des personnes qui disposent des profils académiques adéquats. Et la fédération devra aider justement à ce qu'il en fût ainsi. Le directeur des activités physiques et sportives du ministère des Sports de magnifier l'esprit d'ouverture et la célérité dont a fait montre le CNBS. Il invite les autres disciplines à s'en inspirer. Les délais étaient très courts. Je pense qu'ils se sont battus et ces derniers, vous avez vu le coup d'accélérateur qu'ils ont mis en tout cas au niveau de la mise en place de ces textes. Et vous avez vu, aujourd'hui, nous sommes presque à la phase finale. C'est un exemple pour les autres fédérations sportives. Parce que j'ai vu que le partage a été, je ne dirais pas global. Parce que toute la famille du basket est ici présente, les partenaires, tout le monde. Ce n'était pas évident. Étape importante dans le processus de normalisation du basket, la refonte des textes doit aboutir à une assemblée générale pour la mise sur pied d'une nouvelle fédération de basket. Et à présent, pour clôturer ce journal, le dossier économique. Ce mardi, il s'intéresse à un sujet d'actualité chartidienne, la taxe municipale dans les marchés de Dakar. Des marchés gérés par les mairies avec l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation. Plutôt une bonne affaire pour les collectivités locales. Les commerçants, eux, affichent leur préférence pour la taxe journalière. Un dossier signé Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. La gestion des impôts dans les marchés se fait de façon organisée. Au marché Dior des parcelles assainies, le paiement des impôts est journalier. Dans ce marché, la plupart des commerçants payent des taxes municipales. D'ailleurs, ils préfèrent ce paiement journalier que de payer la location. Chaque cantine paye 150 francs. Pour les tables, on verse 75 francs. Dans ce marché, il existe près de 500 cantines et 200 tabliers que collecte la mairie. Nombre de cantines, on a 400. On a 300 voire 400 cantines dans ce marché. Pour les tables, en bas, nous avons 150 et en haut 140, ce qui fait un total de 290 tables. 140, oui, 268 au total. Au marché de Wakam, la donne est tout autre. Ici, les marchands paient mensuellement à la mairie. Ici, chaque cantine paye 4 000 francs le mois. C'est un contrat de bail. La ville de Dakar procédait ainsi et les communes ont hérité de cette mesure. Mais nous voulons le paiement de taxes journalières. On a plus de 100 cantines en haut et en bas, on en a plus de 200. 200 et quelques. Cette gestion des marchés parfois n'arrange pas tous les commerçants, car si les uns préfèrent la collecte journalière, les autres estiment que celle mensuelle est mieux. L'abonnement est risqué pour les commerçants en cas d'arriéré. Le cas échéant, le commerçant peut même perdre sa cantine. D'aucuns préfèrent l'abonnement, d'autres la taxe journalière. À chacun sa préférence. Avec l'acte 3 de la décentralisation, la gestion des marchés revient aux communes d'arrondissement, des mannes financières qui leur permettent de réaliser certains de leurs projets.
Fatou Bintou Kanté, merci. C'est la fin de ce journal, Léa. Merci. Merci, cher Tidiane. À demain. À demain. La parole à présent, à la permanence avec Chérif. Merci beaucoup, cher Tidiane. Léa, il paraît que c'était bien hier au Sport à la Une. Félicitations, cher Tidiane. Ah oui, j'en ai entendu parler aussi. On ne dira pas pourquoi. Mais c'était bien, il paraît. Apparemment, c'était une très belle émission. Une très, très belle émission. Demandez plutôt à Malal Junior. Merci beaucoup, les gars. Rendez-vous est pris demain.